Raconter la peau, c'est raconter d'où elle vient, comment on vit avec depuis la naissance. C'est raconter comment elle nous protège de l'extérieur, du chaud, du froid, des chocs et des microbes. La peau est l'organe du paraître, du toucher, des relations avec les autres. La peau, c'est un épiderme posé sur un derme. L'épiderme, en avant-poste, des cellules serrées les unes contre les autres, qui se renouvellent en quelques semaines et meurent pour former une barrière de cellules mortes quasi infranchissable, la couche cornée. En dessous, le derme, qui donne à la peau sa résistance et sa souplesse. Raconter la peau, c'est alors raconter l'habitude des biologistes de tout mettre en éprouvette, y compris la peau. Ils devaient d'abord la réduire à quelques cellules pour la comprendre. Tout est désormais possible. Ils peuvent maintenant la fabriquer. Dans certains laboratoires, ils leur font même faire du cinéma. Images de ces cellules que l'on sait désormais cultiver pour obtenir une peau artificielle vivante et la greffer à ceux qui n'en ont plus assez, comme des grands brûlés. Ces cellules font la peau. Elles s'appellent kératinocytes et fibroblastes, mélanocytes et cellules de Langerhans. Placées sous le microscope, ce sont devenues des cellules de laboratoire. Première étape de notre voyage. Lyon, l'hôpital Édouard Herriot et une unité de recherche de l'INSERM qui a fait sa spécialité de l'étude de la cellule immunitaire de la peau, la cellule de Langerhans, du nom du biologiste allemand qui l'a découverte. À Lyon, comme partout où nous irons, nous verrons des équipes de chercheurs travaillant côte à côte, chacune dans leur spécialité. À chaque fois, un hôpital ou un service clinique proche avec lequel elles collaborent. Un seul point commun, la peau humaine, chacun sa façon de la voir, de travailler dessus. Ouais, elle est belle. Ouais, je Alors, vous en avez souvent des morceaux comme ça? Non, c'est quand même, cette taille est quand même assez exceptionnelle. Habituellement, on travaille avec des prélèvements qui sont plus petits, mais qui nous donnent suffisamment de cellules pour pouvoir travailler. Combien on en tire de celle-ci? À peu près. Au départ, 800 millions à peu près. 800 millions de kératinocytes. Oui. 800 millions de kératinocytes, parmi lesquels on peut trouver 2 à 4% de cellules de Langerhans. Les prélèvements de peau sont fournis par la chirurgie esthétique. La manip, comme on dit au laboratoire, consiste à séparer les différents constituants de la peau à coups de scalpel, d'enzymes et de centrifugeuses. L'objectif est ici d'isoler les cellules de Langerhans. Elles sont peu nombreuses et ce sont les seules cellules de la peau qu'on ne sait pas cultiver simplement. L'intérêt de cette cellule, c'est qu'elle fait aussi partie du système immunitaire. Elle est placée en sentinelle pour détecter des intrus tels que des virus. L'épiderme, c'est la partie, ce petit feuillet tout mince, qui est très foncé puisque on avait une peau de couleur. Et le derme, c'est cette partie visqueuse, blanchâtre. Et on a une séparation au niveau de la membrane qui sépare le derme et l'épiderme. C'est le même principe qui est utilisé pour obtenir les kératinocytes que l'on met en culture pour obtenir ensuite des épidermes que l'on utilise pour les greffes de peau chez les brûlés. Nous allons voir maintenant le laboratoire de microscopie électronique. Nous utilisons également cette technique pour étudier les fonctions des kératinocytes. Vous voyez en ce moment une technique qui permet d'isoler et d'obtenir en suspension des kératinocytes à partir de lambeaux d'épiderme, comme vous avez pu le filmer précédemment pour les cellules de Langerhans. La même technique est réalisée, mais les cellules qui sont séparées ici sont les kératinocytes. Oh, Jean, il y a un travail qui est réalisé en quelques minutes. Voilà, tout à fait. C'est une nouvelle technique. En
fait de révélation antigénique. Jusqu'à présent, on utilisait le micro-ondes. Et là, À visiter les laboratoires, on se rend bien compte de la variété des techniques utilisées comme des sujets traités. Ils sont dans des supports, enfermés dans des boîtiers. Peut-être parce qu'aujourd'hui, la peau n'est plus l'enveloppe mécanique inerte que l'on imaginait, mais un organe vivant, riche, complexe. Et les chercheurs travaillent jusque dans les détails les plus intimes de la peau, avec à chaque fois la nécessité d'imaginer le meilleur stratagème pour piéger la peau. Pour analyser des phénomènes complexes, il faut arriver à les disséquer, à les simplifier. Et lorsqu'on est in vitro, on est dans des modèles simples, qui sont plus faciles à analyser. L'autre raison majeure, c'est que la peau animale n'est absolument pas comparable à la peau humaine. La plupart des travaux sont faits chez la souris, et chez la souris, la peau, et les cellules Langerhans en particulier, et l'épiderme en particulier, sont différents de l'épiderme humain. Donc, nécessité de travailler, en plus pour expérimenter, il est clair qu'on ne peut pas expérimenter chez l'homme pour des raisons éthiques évidentes. Pour pouvoir expérimenter, on doit travailler dans des modèles in vitro. Voilà tout ce qu'on a obtenu de cellules à partir de morceaux de peau que vous avez vus hier. À votre avis, il y en a beaucoup, ça a bien... Oh, il y a au moins 800 millions de cellules au total. On va les compter. On va voir. Au fur et à mesure, le filet se resserre, la peau enfin réduite à quelque chose que les biologistes connaissent bien, les cellules. Oh, j'étais bien en dessous. 1 milliard. 1,1 milliard cellules. 360 divisé par 89,77% de viabilité. C'est-à-dire que j'ai pratiquement 90% des cellules récupérées qui sont vivantes. Dans chaque laboratoire, le même point de départ, isoler des cellules et en faire des cultures pour tester des drogues, des médicaments et reproduire in vitro leur comportement. Et même essayer de reconstruire de la peau à partir des briques élémentaires des tissus, les éléments de base du puzzle, les cellules. Alors les cellules de Langerhans, elles sont... Donc en fait, les cellules de Langerhans sont à ce niveau, au niveau de l'anneau blanc. Il y en a quelques-unes un petit peu là, dans le ficole. Là, c'est les kératinocytes et les cellules mortes. Et là, c'est le milieu. Les études faites ici, avec le service clinique, ont permis de découvrir que les cellules de Langerhans se placent à côté des terminaisons nerveuses avec lesquelles elles échangent des informations. Le système nerveux est alors capable d'influencer le système immunitaire et le fait réagir, d'où les maladies liées au stress. Bah écoutez, ça va pas mal du tout. Oh là là, mais c'est bien. Là, vraiment, c'est une peau normale. Ouais. Oui, on est sûr de l'influence du stress sur certaines maladies de peau. Ce qui est nouveau et intéressant, c'est qu'on commence à l'expliquer en comprenant que le système nerveux cutané est très riche, très dense, qu'il produit des substances qu'on appelle les neuromédiateurs, et que ces substances, c'est nouveau, on sait maintenant qu'elles peuvent modifier les propriétés des cellules de la peau, aussi bien les kératinocytes, donc les cellules du revêtement, que les cellules de Langerhans, donc les cellules immunitaires. Il y a peu, on pensait que l'épiderme ne possédait pas de terminaison nerveuse. En fait, nous avons vraiment les nerfs à fleur de peau et ils sont capables d'agir sur nos cellules. Et notre épiderme, c'est surtout des kératinocytes. Ce sont les plus nombreuses. Elles s'assemblent pour créer un véritable tissu pour former la couche cornée, couche de cellules mortes qui nous protège. Les poils aussi sont faits de kératinocytes. Ce sont ces cellules que l'on cultive pour les greffer. C'est parmi elles que l'on trouve les cellules de Langerhans, les cellules immunitaires et les mélanocytes. Car le bronzage a sa cellule, le mélanocyte, une cellule qui intéresse tous ceux qui passent leur mois d'été sur la plage et qui aiment se sentir bronzés. Une cellule qui intéresse aussi de nombreux chercheurs
Elle est en effet à l'origine de la plupart des cancers de la peau. L'enjeu, pour les années à venir, c'est de ne plus craindre les coups de soleil, mais surtout éviter les risques de cancer, et pour cela trouver de nouveaux moyens de se protéger du soleil. Donc là, on va essayer de faire bronzer donc, les cellules, donc en les irradiant avec des rayons UVB. Donc voilà, donc on les met dans l'appareil. Donc là, on va choisir UVB, le 2. On va leur donner une quantité de rayons UVB qui correspond à peu près à un début de coup de soleil, un tout petit coup de soleil, un tout petit. Donc voilà, là que les cellules sont irradiées, ça va durer, je dirais, à peu près 1 à 2 minutes. Voilà, donc là, elles reçoivent leur dose d'UV. On fait une irradiation comme ça, tous les jours pendant 4 jours. Donc là, c'est des doses croissantes d'irradiation. Et on voit bien qu'aux doses les plus fortes, c'est-à-dire celles que je viens de faire actuellement, on a un très fort bronzage. Le milieu devient marron, en fait. C'est le relargage de mélanine dans le milieu, de pigments, qui permet la coloration de la peau. Ici à Nice, on ne s'occupe pas seulement du bronzage et de ses cellules. On va aussi jusqu'au bout du démontage du puzzle. Aller au bout, c'est aller au plus petit que la cellule. C'est aller vers le gène qui la fabrique. Ici, on regarde comment l'épiderme s'accroche au derme. On a découvert que cette jonction se fait grâce à une molécule qui vient à manquer dans certaines maladies. Et donc là, nous avons un épiderme qui est malade. L'épiderme est parti, n'est plus en contact avec le derme. Normalement, la peau est en parfaite cohésion, c'est-à-dire que l'épiderme et le derme se touchent. Ils sont attachés grâce à la membrane basale et à d'autres composants. L'épidermolyse bulleuse est, suivant les cas, plus ou moins grave. Des bulles se forment par endroits, parfois sur toute la peau, et la maladie peut être mortelle. De plus, elle se transmet des parents aux enfants. À chaque fois, selon l'anomalie en cause, un nouveau cas à résoudre. À l'origine, un gène défectueux qu'il faut identifier. Ça, c'est de l'ADN génomique humain d'un malade qui a atteint l'épidermolyse bulleuse jonctionnelle. Et donc, c'est sur cet échantillon-là qu'on va déterminer où se situe la mutation qui est à l'origine de la pathologie. Sur donc l'ADN qui est la molécule constitutive des chromosomes. Bon, effectivement, il y a un aspect fondamental et un aspect appliqué dans cette recherche. L'aspect fondamental, c'est d'étudier la cohésion de la peau, l'adhésion de ces cellules qu'on appelle les kératinocytes, de savoir par quel mécanisme elles arrivent à adhérer au support. Et un aspect appliqué qui est en recherche médicale, le fait de savoir comment on peut corriger cette déficience chez les malades. Ici, nous mettons toutes les familles classées selon le gène qui est impliqué dans la maladie et éventuellement le pays, parce que nous avons des familles françaises, mais aussi d'Europe et pour tout de la Méditerranée. Naturellement, tout ce matériel est entré dans les ordinateurs. Une partie de ce matériel est déposé en Geneto, mais pour parfois être plus pratique de les avoir en fait sous cette forme. Donc un cas résolu pour vous, c'est quoi alors? Un cas résolu pour nous, c'est une satisfaction, déjà, mais surtout c'est une pièce de plus portée à la connaissance du mécanisme d'action des molécules que nous étudions dans le contexte de la cellule, du tissu et de la peau en général. L'objectif de tous ces laboratoires, c'est bien de démonter la peau et ses mécanismes. Et si on arrivait à tout comprendre, on saurait peut-être refaire une peau parfaite, complète. On sait isoler les cellules et les faire se multiplier. On sait refaire un épiderme simplifié. Les chercheurs parlent d'épithélium de culture que l'on greffe et qui permet de sauver les grands brûlés à qui il peut manquer jusqu'à 90% de peau. En quelques années, le derme se reconstitue, la peau se régénère. On attend beaucoup de la culture de derme pour obtenir une peau moins fragile, avec des cicatrices qui se résorbent plus vite. On commence à faire une peau artificielle vivante
capables de se régénérer. C'est à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, qu'est née la dermatologie. Aujourd'hui, l'hôpital abrite plusieurs équipes de recherche. L'une d'elles étudie le derme et ses relations avec l'épiderme. On fait un certain nombre d'échantillons qu'on appelle des dermes équivalents. Ici, Bernard Coulon s'occupe de fibroblastes. Ces cellules qui organisent cette matière inerte, le collagène, pour former le derme. Les fibroblastes sont des cellules qui se tiennent éloignées les unes des autres et tissent un réseau de fibres pour donner à la peau sa résistance et son élasticité. Donc là, vous voyez 2 gels de collagène qui ont été préparés à la même date, c'est-à-dire qu'il y a à peu près une semaine. Dans cette matrice de collagène, on n'a pas mis de cellules, ce qui fait que les cellules n'ont pas réorganisé le collagène. Le collagène a simplement polymérisé, mais vous voyez que la résistance de cette matière est très très faible. Et par contre, là où les fibroblastes ont pu réorganiser la matrice de collagène, vous voyez que l'on arrive à construire un véritable tissu qui est manipulable. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du derme équivalent. Là, c'est ce qu'on appelle le derme équivalent, donc sur lequel on n'a pas actuellement mis d'épiderme, mais on peut imaginer avoir colonisé la surface de ce derme équivalent par des kératinocytes et ainsi avoir une peau simplifiée en 2 couches, avec ces 2 couches, l'épiderme et le derme. Vous voyez que pour des zones de pli, ça permet de garder le contact avec le sous-sol, malgré des zones qui pourraient être en mouvement. Les fibroblastes ont eu un rôle essentiel pour donner cette structure qui est maintenant manipulable. Et le deuxième intérêt d'avoir ces fibroblastes, c'est que dans le cas d'une greffe, ils vont participer à la réorganisation du site de greffe et accélérer la restructuration d'un nouveau derme sous l'épiderme qui est nécessaire à recréer une barrière entre l'organisme et le monde extérieur. Dernière visite dans un laboratoire INSERM. Paris, l'école normale supérieure. A priori, pas de service hospitalier à proximité. L'équipe travaille avec le centre de Grand Brûlé de l'hôpital Percy à améliorer la technique de culture d'épiderme. Vous êtes prêts? Vous êtes sur la photo, hein? Yann Barandon a passé 7 ans aux États-Unis, dans l'équipe de Ward Green, qui en 84 a pour la première fois réussi à créer de l'épiderme en culture et à le greffer sur un malade. Nous travaillons tous sur les problèmes qui sont liés au renouvellement de l'épiderme, mais nous l'abordons sous des angles différents. C'est-à-dire que nous essayons de reconstruire le pulse, et chacun travaille sur un bout du ciel, un autre sur un bout du sol, et ainsi de suite. La salle de culture, c'est le centre vital du laboratoire. Et c'est dans cette pièce-là que se font donc toutes les cultures cellulaires. Et ne rentrent dans cette pièce que les biopsies ou matériel disséqué. On ne peut greffer un malade que de son propre épiderme. Un grand brûlé n'en a plus assez. On prélève alors un peu de peau pour extraire quelques cellules. Il faut bien les choisir. Toutes n'ont pas la même capacité de se diviser. Cela dépend de l'âge de l'individu, d'où elles se trouvent. Reste à les mettre en culture, c'est-à-dire les nourrir et favoriser leur multiplication, les élever en quelque sorte. On commence dans de petites éprouvettes, quand il y en a assez on les sépare en 2, et ainsi de suite. Une technique qui s'apparente à une recette qui au fil des ans s'affine, avec de moins en moins d'échecs. On obtient en 3 semaines un épithélium que l'on pourra greffer. Le brûlé recevra ses propres cellules sans risque de rejet. Un des gros avantages de ce système, c'est qu'il vous permet de travailler au niveau d'une seule cellule. C'est-à-dire que nous sommes capables, de façon reproductible, d'aller isoler une cellule multiplicatrice, soit de l'épiderme, soit du follicule pileux. Et pour vous donner la capacité de prolifération de ces cellules, nous avons pu démontrer récemment qu'une cellule isolée du follicule pileux était capable, en culture cellulaire, de générer suffisamment d'épithélium pour que l'on puisse recréer tout l'épiderme d'un homme adulte. C'est-à-dire, à partir d'une seule cellule, vous pouvez recréer 1,73 m² d'épiderme.
Donc, comme la biopsie de départ était toute petite, on va ensemencer dans une petite casserole qui est un petit flacon de culture comme ça. Donc ça c'est la casserole intermédiaire. Et peut-être qu'on arrive à le voir, hein, donc dans le fond du flacon, les kératinocytes ont poussé et ils sont arrivés au stade de confluence, c'est-à-dire qu'ils ont recouvert toute la surface du flacon. Et on arrive à voir que c'est un aspect un petit peu granulaire, hein, par rapport au côté lisse. Ça, c'est l'épithélium de culture après avoir été détaché du fond de la boîte de culture. C'est la technique telle qu'elle est faite aujourd'hui. Elle est utilisée dans le monde entier dans ces conditions-là. Et c'est ce que nous avons essayé de supprimer, comme d'autres laboratoires d'ailleurs, en utilisant un substrat de fibrine préparé à partir d'une colle chirurgicale sur laquelle nous avons fait pousser les kératinocytes, donc sur laquelle nous avons cultivé les cellules, et ensuite on transfère l'ensemble de la boîte en salle d'opération, et le chirurgien avec 2 pinces, puisqu'il lui faut 2 pinces, va décoller la greffe en salle d'opération et l'appliquer directement sur le patient. Il faudra plus de 300 épidermes de culture pour greffer un adulte. Hervé Carcin le fait depuis 5 ans, dans cet univers stérile qui peut accueillir des grands brûlés à plus de 90%. Aucun de ces patients n'aurait été sauvé sans ces nouvelles techniques de culture cellulaire. Nos biologistes, nos chercheurs disaient tellement que c'était fragile qu'on n'osait plus toucher, on n'osait plus faire le pansement, on ne savait plus comment les manipuler. Il a fallu un petit peu s'adapter finalement à ces techniques, et puis ils avaient très peur de nos grosses mains, finalement, de nos grosses pattes, et donc finalement eux aussi ont pris confiance dans les gestes qu'on pouvait faire, et donc maintenant ce sont des phénomènes qui sont réglés. Et je vais vous montrer quel est notre espoir dans les années à venir. Il est là. Il sera difficile de voir le malade venir la chercher debout avec son chapeau sur la tête, mais... Salut, à plus. Et là, je crois qu'on est au début d'un grand espoir, finalement, mais on n'est qu'au début. Et c'est la première fois qu'on fait quand même, je veux dire, un organe au laboratoire. Donc c'est un espoir absolument extraordinaire. Mais on n'est qu'au début, je crois qu'il faut en être tout à fait conscient. Et donc, vers où évoluera-t-on? Est-ce qu'on évoluera vers des cultures d'épiderme d'un côté, un derme artificiel de l'autre? Est-ce qu'on évoluera vers une peau totale reconstituée au laboratoire avec un derme plus un épiderme et donc une bien meilleure jonction dermo-épidermique? À quel prix, etc. Donc tout ça c'est quand même l'enjeu des années futures. Et je pense que si on se retrouve dans 5 ans, on n'aura pas du tout la même conversation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à fabriquer une peau artificielle pour réparer, pour sauver. Demain, on fera une peau parfaite, sensible, aux utilisations variées et accessible à tous, dès qu'il y aura blessure ou simple cicatrice. De nouvelles histoires de cellules pour pouvoir changer de peau.